l'AES et la CEDEAO. Attachez vos ceintures. Jusqu'ici, nous étions en vol automatique. Maintenant, nous rentrons dans des zones de turbulence. Il faut donc bien attacher vos ceintures. Mesdames et messieurs, comme nous le savons, la confédération de l'AES a été mise sur les fonds baptismaux le samedi 6 juillet 2024 à Niamey. Et l'acte constitutif de la confédération a été paraphé par les éminents dirigeants de nos trois pays, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, leur Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta, le général de brigade Abdraman Tchani. J'écoute tous les matins toutes les radios internationales. J'écoute les interventions des citoyens. Je lis la presse. Je vous assure que je me rends compte souvent que certains ne savent même pas de quoi ils parlent. Parce qu'il y a une campagne médiatique internationale de semer le trouble dans l'esprit des Africains, de l'AES, en disant « Mais oui, on est une seule famille, on est en train de sortir de la famille, anga ben, anga faranyonka, sinon on va se diviser. » Mais dans le monde de toujours, est-ce que vous avez vu une décision importante qui n'avait pas été la décision de quelques hommes déterminés qui ont le sens de l'histoire? Aucun des grands dirigeants qui a marqué l'histoire n'est allé chercher le consensus total sur ce qu'il fait. On choisit ce qui est intéressant pour le peuple à un moment donné de l'histoire. Et on prend cette voie, que ce soit par élection. Dans les élections, vous voyez, les présidents qui viennent, ils compétissent, il y a un qui prend, qui gagne. Mais c'est sa ligne qui s'impose à tout le monde, jusqu'aux élections suivantes. Mais il ne vient pas dire, ah, on met tout le monde ensemble. Mais ça, c'est quoi ça? Si vous mettez tout le monde ensemble, vous ne ferez rien. Parce que dans une société, les avis sont contradictoires. Quand un avis prime, c'est lui qui s'impose jusqu'à ce que le peuple ou l'histoire rejette cette ligne et suit une autre ligne. Donc même les dirigeants démocratiques, cette histoire de consensus des dirigeants, tout le monde ensemble, c'est pas ça. Les grands pays, si vous les regardez, à chaque étape de leur histoire, les dirigeants choisissent une voie. Ils l'expliquent au peuple et ils avancent. Si c'est à travers des élections, si ça ne marche pas, on les enlève. Si c'est d'autres voies, on trouve les moyens de les enlever. Mais ils ne viennent pas s'asseoir pour dire que tant qu'ils n'ont pas l'assentiment de tout le monde, ils ne vont jamais avancer. Ça n'existe pas. Et ces pays où on a inventé le terme clivant, parce que moi je sais que ça a été élaboré ailleurs et mis dans la bouche de certains, mais chez eux, ils sont clivants. Chez eux, les dirigeants font ce qu'ils ont dit au peuple, avec quoi d'autres n'étaient pas d'accord, jusqu'à ce qu'ils réussissent ou ils échouent. Et donc les dirigeants de l'AES ont fait un choix au nom de leur peuple. Notre rôle, c'est de l'expliquer à nos peuples, convaincre de la justesse de notre choix et espérer que l'histoire nous donne raison. Et je suis sûr qu'on aura raison. Si l'histoire montrera le contraire, les peuples tireront les conclusions. C'est pour cela que lorsque j'écoute tous ces discours, je me dis, mais il faut quand même donner quelques éclaircissements aux uns et aux autres. Les dirigeants maliens, burkinabés, Niger, ne se sont pas levés comme ça pour quitter les casernes, venir dire qu'ils sont au pouvoir. Mais au Mali, on n'avait plus de pays. Les 80% de notre pays étaient occupés par les terroristes. Ce n'est que dans la capitale qu'on voyage, on fait des meetings, on fait des cravates, mais alors il n'y avait rien. Moi, depuis 2014, je ne peux pas aller dans mon village. Il y a des chefs de parti qui demandent des élections, mais ils ne peuvent pas aller chez eux, faire des élections. Mais le peuple a dit que ça suffit. Il a manifesté pendant des mois. Et l'armée malienne est venue délivrer le peuple malien. Donc les militaires maliens ne se sont pas levés, quitté le front et venus prendre le pouvoir. Ça, c'est le Mali.
Au Burkina, c'est une autre réalité. Là-bas, le système démocratique marchait. On a fait les élections. Il y a un président qui est là, une assemblée normale, tout fonctionnait. Mais c'est l'insécurité encore. Les citoyens ne vivaient pas. Finalement, ils se sont révoltés. Donc c'est le résultat d'une insurrection militaire qui a mis fin à ce qu'ils appellent le régime démocratique. Au Niger, c'est l'illustration la plus éclatante, où vous aviez un président qui dit à son armée, il ne faut pas vous battre, vous êtes trop faible, vos adversaires sont plus forts que vous. Mais en période de guerre, ça c'est intelligence avec l'ennemi. Ça c'était le Niger. On tuait les gens par milliers. On ne pouvait pas même pas manifester. Vous vous rappelez quand Barkhane a quitté ici, les Nigériens qui ont voulu dire non. Mais le meneur de la contestation, on l'a tué, on l'a brûlé dans sa voiture, personne n'en parle jusqu'à aujourd'hui. On a terrorisé les Nigériens. Ils étaient obligés d'être cloîtrés chez eux. Vous sortez votre tête, on fracasse. On continue à tuer les militaires. La population était désarroi. Donc les militaires nigériens ne se sont pas levés du jour au lendemain pour venir au pouvoir. C'est pour délivrer ce peuple-là, qui ne pouvait plus parler, qui ne pouvait plus agir. Et donc nos présidents, ils ne sont pas, entre parenthèses, démocratiquement élus, avec souvent des pourcentages qui font honte, mais ils sont le produit de la volonté populaire, des souffrances de leur peuple et de leurs exigences.